Bonjour, alors j'ai eu pas mal de questions d'abonnés à ma lettre PEA concernant le fonctionnement des trackers, notamment des trackers à levier sur indice ou d'autres produits à levier qui existent. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de vous proposer une vidéo pour que tous les lecteurs et auditeurs d'Objectif Éco puissent bien comprendre le fonctionnement de ces outils. Alors, il y a deux familles de questions que j'ai reçues. La première porte sur la liquidité de ces instruments, alors que ce soit des trackers, des turbo puts, des warrants, etc. Ça ne fonctionne pas comme une action classique où il y a des acheteurs et des vendeurs qui viennent de partout. Lorsqu'on est sur un tracker, hein, par exemple ici le tracker à levier -2 sur le SP500 qui s'appelle DSP5, on a bien sûr ces acheteurs et ces vendeurs classiques, mais s'il n'y avait qu'eux, ils ne seraient pas assez nombreux en fait pour que le fonds présente une liquidité suffisante. Quand on achète un tracker, on veut une forte liquidité. Quand on achète un turbo, c'est pareil, on a envie de pouvoir sortir rapidement ou acheter rapidement selon les besoins. Et du coup, il y a un autre intervenant qui assure la liquidité sur ce fonds, sur ce tracker, qui est le market maker. Alors un market maker, c'est une institution financière, ça peut être une banque, un organisme spécialisé, qui va proposer des grosses quantités d'actions à la fois dans la colonne achat et dans la colonne vente du carnet d'ordre, et qui va se rémunérer principalement par l'écart qu'elle va proposer entre le prix d'achat et le prix de vente. Elle se rémunère éventuellement aussi de façon indirecte en prenant un risque, en faisant l'hypothèse que la majorité des traders vont agir dans le mauvais sens. En général, lorsqu'il y a des gros mouvements baissiers, tout le monde veut prendre des positions baissières en fin de baisse, et lorsqu'il y a des gros mouvements haussiers, une majorité veut prendre des positions haussières en fin de hausse et se fait avoir ensuite lors du retournement de tendance. Le market maker, lui, il agit forcément à l'inverse de cette tendance, puisque quand vous achetez quelque chose au market maker, lui, il va vous vendre la même chose. Donc, il prend la position inverse de celle que vous prenez. Donc, à chaque fois que vous gagnez de l'argent avec un ETF, un fonds à levier de ce type, ça veut dire que presque toujours, il y aura un market maker qui en perdra dans le même temps. Et inversement, si vous perdez de l'argent, c'est qu'un market maker va en gagner en même temps. Donc là, vous voyez, dans le carnet d'ordre de ce fonds DSP5, par exemple, on voit à l'achat ici 2571 titres à 22,76 et 2571 titres à 22,82. Donc ça, c'est clairement un market maker qui propose la même chose à l'achat et à la vente et qui a un spread entre les deux, à 22,76, 22,82, qui va lui permettre évidemment de gagner un peu d'argent. On a un deuxième market maker ici qui propose 6903 titres à l'achat ici et 6903 titres à la vente. Donc sur un même fonds, souvent, notamment lorsque ce sont des gros ETF à levier, type BX4 par exemple, on a plusieurs market makers qui interviennent en même temps, qui sont en concurrence, et ça permet de réduire le spread entre achat et vente et d'assurer une liquidité encore meilleure sur le marché. Alors il faut savoir quand même que ces market makers sont libres, hein. Ils peuvent décider d'augmenter le spread entre achat et vente, ils peuvent décider de réduire leur position, voire même de ne pas intervenir du tout par moment. Mais de façon générale, hein, on a toujours un market maker ou plusieurs market makers qui sont présents pour assurer la liquidité des fonds. Par contre, ce qu'on voit souvent, c'est qu'en situation de très forte volatilité sur les marchés, ils vont mettre un petit peu de temps après l'ouverture pour arriver dans le carnet d'ordre. Ils regardent souvent comment se passe le début de la séance. Et ensuite, de même, lorsqu'il y a beaucoup de volatilité, le risque qu'ils courent augmente mécaniquement. Et du coup, ils vont avoir tendance à augmenter le spread, l'écart entre les cours d'achat et les cours de vente qu'ils proposent. La deuxième famille de questions que j'ai reçues, c'est le fait que les fonds à levier ne suivent pas toujours exactement, et même qu'on observe de gros écarts au bout d'un certain temps entre la valeur du fonds. Donc, deuxième famille de questions que j'ai reçues sur le fonctionnement des ETF à levier,
c'est les écarts qui existent entre la performance de ces ETF et leur indice de référence. Alors il faut savoir il y a plusieurs choses qui expliquent cette dérive. Déjà, lorsqu'on achète un ETF à levier sur un indice, mettons le BX4 à levier baissier 2, donc levier -2 sur le CAC 40, l'indice de référence du BX4, ça n'est pas le ça n'est pas le cours du CAC 40 cash, mais c'est au contraire le contrat futur CAC 40. Sur le DSP5, pour le SP500, c'est pareil. La référence, ça n'est pas le cours du SP500, mais le cours du contrat futur SP500. Alors ça implique déjà une dérive qui va être liée, par exemple, au niveau de dividende qui va être versé chaque année. Si vous êtes vendeur à découvert d'une action, par exemple, vous êtes tenu de payer les dividendes de l'action en question à la personne qui vous a prêté cette action. Donc, il y a une dérive qui est due au dividende. Si vous êtes mettons que le CAC 40 ait un taux de dividende de 3% par an, que vous soyez à levier -2 sur les actions du CAC 40, vous allez subir une perte de 6% par an à cause des dividendes qui sont versés, indépendamment après de toute variation à la hausse ou à la baisse de l'indice qui pourra vous rapporter de l'argent ou vous en coûter. Donc ça, c'est une première source de dérive. Et la deuxième grosse source de dérive, c'est ce qu'on appelle le bêta-slippage, qui est dû au levier constant du tracker à levier. Alors, pour les trackers qui se contentent de répliquer un indice, il n'y a pas de bêta-slippage. Si le levier est de 1, tout simplement, le fonds va suivre assez précisément l'indice de référence. Mais dès qu'il y a un levier, même si un levier à la hausse, c'est encore le phénomène est plus marqué à la baisse, vous aurez une dérive par bêta-slippage. Alors, je vais essayer de vous expliquer cette notion de dérive et de bêta-slippage avec une petite simulation. Donc, ici, dans cette feuille de calcul Excel, je vais prendre l'exemple d'un marché classique qui évoluerait en dents de scie à l'horizontale pendant 22 séances. C'est à peu près la durée d'un mois. Donc, on va partir de l'hypothèse que l'indice de référence est à 100, le tracker aussi, qu'on a un levier -2, donc un tracker baissier type BX4 par exemple. Donc chaque jour, dans cette simulation, un jour on gagne 1%, l'autre jour on perd 1%, on regagne 1%, on reperd 1%, etc. Vous voyez qu'au bout de 22 séances, l'indice de référence est à 99,89. Il a perdu à peu près 0,1%. À levier -2, on aurait dû, s'il n'y avait aucune perte de performance, on aurait dû avoir une hausse de 0,2%, l'inverse de -0,1% x 2. En réalité, le tracker baissier à levier 2 a perdu donc de l'argent. Il a perdu à peu près 0,45%. Et l'écart de performance qui est mesuré ici se situe à 0,66%. Donc c'est une perte de performance qui est liée au principe même du levier constant, qui est relativement modéré et acceptable sur un mois, mais si vous la prolongez sur un an, ça vous fera quand même du 7%, donc c'est déjà mal adapté à des durées de détention longues. Si vous augmentez la volatilité, par exemple à 2%, vous allez voir que la dérive va augmenter très vite. Donc voilà ce qui se passe, si à la place de variation quotidienne de 1%, on passe à 2%, donc 2%, moins 2%, plus 2, moins 2, etc. On a une dérive mensuelle qui atteint 2,60%. Là, ça commence à être considérable, ça fait du 30% par an quand même. Si j'augmente encore le chiffre de volatilité avec des séances plus 3, moins 3, on passe à 5,75% de perte de performance par mois. Donc ce bêta-slippage, il est très dépendant de la volatilité des marchés. Il dépend aussi d'un autre facteur qui est le levier du tracker. Donc je vous ai dit tout à l'heure, une volatilité de 1%, avec le levier -2, ça on perd 0,66% par mois, c'est tout à fait correct pour des durées de détention de 3 mois, 4 mois, il n'y a pas de souci. Si vous achetez un produit à levier -5 ou -10, alors on en trouve, maintenant les banques en proposent aux particuliers, vous allez voir ce qui va se passer. La dérive, cette fois, à levier -10, elle atteint plus de 11% par mois, même avec une volatilité tout à fait raisonnable de 1% par jour.
Si vous passez à 2% par jour, la dérive est de l'ordre de presque 40% par mois. Donc ce type de produit a très fort levier constant -5, -10. C'est vraiment, à mon avis, à réserver au day trading ou au trading de très court terme à horizon de quelques jours, mais en aucun cas plus. Si vous projetez des durées de détention de quelques semaines à quelques mois, il faut vraiment vous contenter de leviers de l'ordre de -2, -3 à la rigueur, mais c'est déjà limite. Alors on peut faire d'autres simulations, je me suis amusé à faire d'autres simulations de perte de performance par bêta slippage. Ici j'ai pris l'hypothèse d'un marché qui commencerait par faire la moitié du mois en tendance haussière irrégulière, donc il gagne 1%, il perd 1,5%, il regagne 1%, il repère 1,5%, et ensuite, deuxième moitié du mois, on inverse, on part en tendance baissière irrégulière, moins 1%, plus 0,5, moins 1, plus 0,5. Ça correspond à ce qu'on peut observer assez classiquement sur des marchés pas trop volatiles. Et vous voyez qu'on a un bêta slippage de moins 0,4% par mois qui reste assez raisonnable, hein, acceptable. Si on augmente la volatilité, des séances haussières à 2%, moins 1%, et l'inverse ensuite, le bêta slippage passe à moins 1,6% par mois. C'est des valeurs qui sont assez couramment observées sur ce genre de tracker à levier 2 avec des marchés un petit peu volatiles. Alors maintenant, ce bêta slippage n'est pas toujours à votre désavantage. Il y a des configurations de marché où il peut au contraire présenter un gros intérêt pour vous. C'est relativement peu fréquent, mais ça arrive. Ça se passe en fait dès que le marché se met à avoir une tendance très régulière, que ce soit à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire qu'on est dans un canal de tendance très étroit, sans correction, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Alors là, j'ai fait une simulation, par exemple, d'un indice qui gagnerait 1% tous les jours pendant 22 séances. Vous voyez qu'au bout de 22 séances, l'indice de référence est à 124,47, donc il a gagné 24%. Notre tracker baissier à levier 2 aurait dû perdre le double, hein, donc comme on a gagné 24%, il aurait dû perdre 48%. Et en fait, non, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Vous voyez ici, il est à 64,12, donc il a perdu que 36% dans l'affaire. Donc le tracker a surperformé de l'ordre de 25% par rapport à ce qu'on aurait pu attendre de lui. Vous avez perdu moins d'argent que prévu parce que la tendance haussière a été très régulière. Si au contraire, cas de figure optimiste, cette fois vous avez raison dans votre pari baissier et que le marché est en baisse de 1% tous les jours de façon très régulière, vous allez surperformer aussi le marché moyen puisque vous faites une surperformance de 10% par rapport à ce que vous pouviez attendre de votre tracker à levier -2. Donc en résumé, ce qu'il faut retenir de la performance de ces trackers à levier, c'est que de façon générale, la volatilité élevée est défavorable pour leur performance. Ça vous coûte plus de bêta slippage, plus un marché va évoluer en dents de scie, plus l'érosion sera importante. Au contraire, si vous êtes dans des tendances très régulières, le tracker à levier deviendra à ce moment-là un avantage pour vous. Dans tous les cas, vous devez vraiment adapter la durée de détention du tracker au levier. Les leviers de l'ordre de -2 sont adaptés à des durées de détention de quelques semaines à quelques mois, mais ils ne sont pas adaptés en général à des durées de détention de 1 an, 2 ans par exemple. Si on est sur des leviers -3, ou 3, c'est encore plus vrai. Hein. Vous voyez ici ce qui se passe à levier -3 avec des volatilités de 2%, on est à une dérive de 5% par mois. Si je me contente de 1%, on est déjà à moins 1,3% par mois avec des volatilités relativement faibles. Les leviers qui sont à -5, -10 ou +5, +10 sont vraiment à réserver au day trading ou au trading de très court terme. Si vous voulez faire des paris à la baisse sur des durées de détention vraiment longues, hein, de l'ordre de 1 an, 2 ans, à ce moment-là, il va falloir vous contenter de leviers réduits. On peut prendre un levier -1. Vous voyez qu'avec des faibles volatilités, on perd assez peu d'argent par bêta slippage.
Et même si la volatilité passe à 2%, bon, ça reste encore acceptable, on perd 0,87% par mois dans cette configuration. Ça commence malgré tout à être significatif dans ce cas-là, même à levier -1. Alors une dernière remarque pour finir cette vidéo, le bêta slippage que je viens d'expliquer ne concerne que les produits à levier constant, c'est-à-dire les trackers à levier constant, -2, +2, etc. Il ne concerne pas les turbos, donc les turbo put infini, turbo call infini, qui ont une barrière désactivante et un levier variable lié à cette barrière désactivante. Malgré tout, même sur ces produits, on pourrait se dire bon, bah, c'est plus avantageux effectivement d'utiliser des turbos parce qu'au moins il n'y a pas de bêta slippage dessus. Ce sont des produits en général qui ont des leviers beaucoup plus élevés, donc qui sont plus dangereux, nettement plus dangereux que les trackers à levier constant. Et il y a quand même une perte de valeur temps parce que la barrière désactivante ici, bon, sur ce turbo par exemple, qui est un turbo call infini, si le CAC passe en dessous de 4733, vous allez avoir le turbo désactivé, donc vous perdez totalement votre mise initiale. Le problème est que cette valeur va évoluer au fil du temps. La banque va avoir tendance à la remonter progressivement et elle va se rémunérer comme cela et il y aura donc une érosion de valeur temps sur ce turbo qui existera aussi, qui sera importante du fait du levier du turbo. Malgré tout, ils sont sans doute un petit peu mieux adaptés aux durées de détention longue si vous choisissez évidemment un levier très faible que les trackers à levier constant qui sont plus adaptés à des durées de détention intermédiaires.